Donc, je salue mon ami Doudou Dia, directeur de Gorée Institute. Lui aussi a fait un remarquable travail dans cet institut. Et Gorée Institute est connu, d'abord, honnêtement, nous on a créé un think tank en 2012, eux en 92. Et véritablement, c'est un think tank né dans des circonstances historiques du combat pour mettre fin à l'apartheid en Afrique du Sud. Et ça leur colle à la peau, comme on dit historiquement. Ça les a lancés et ils continuent toujours d'incarner l'avenir et l'Afrique de l'espoir. Donc, Doudou, merci. Merci pour toutes les initiatives et merci pour ton attachement à la jeunesse africaine, parce que c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Et je reviendrai sur la question de la jeunesse. Madame Khadijatou Touré de l'ambassade de Suède, merci aussi pour votre présence. Et votre présence à la table de séance sauve un peu la mise, parce que souvent, on a des tables de séance où il n'y a que des hommes. Et ça, c'est pas bien. Et en plus, il ne faut pas mettre des femmes pour décorer, mais il faut mettre des femmes parce que justement, c'est des femmes leaders qui ont absolument leur place à cet endroit-là. Voilà. Donc, merci aussi pour tout ce que vous faites. Chers amis, j'ai ressenti comme un grand honneur l'invitation à venir parler à des représentants de la jeunesse du Sahel, de l'Afrique de l'Ouest, et à venir formuler un message peut-être plus globalement destiné à la jeunesse de mon continent, de notre continent. Plus qu'un message traditionnel d'espoir et de vœux pieux, j'ai préparé pour vous un message de combat, un message de défi à relever et un message de victoire pour les afro-conditionnels que vous êtes, tous à n'en pas douter. Est-ce que vous êtes des afro-inconditionnels? Est-ce que vous êtes des afro-inconditionnels? Ou bien est-ce que vous avez fait le choix d'être afro-pessimiste ou afro-optimiste? Moi, depuis très longtemps, depuis l'université, j'ai toujours dit que j'ai rejeté les afro-pessimistes et les afro-optimistes. Je les renvoyais dos à dos parce que leur attitude dépend de leurs humeurs. Quand tout va bien, ils sont optimistes. Quand tout va mal, ils sont pessimistes. J'ai dit, moi, que l'amour par essence est inconditionnel. Et mon amour pour l'Afrique est inconditionnel. Donc je suis un afro-inconditionnel. Alors, j'ai été candidat aussi une deuxième fois en 2024 à l'élection présidentielle au Sénégal. Je voulais porter un message fort du panafricanisme. On m'en a empêché par des subterfuges juridiques que j'ai dénoncés à l'époque. Mais comme finalement les élections sont bien passées, c'est pas la peine de déployer de l'amertume parce que je continue à parler. Je continue à avoir la chance de m'exprimer. Comme disait le directeur de Gorée Institute, j'étais invité à délivrer une leçon inaugurale à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, qui a été reportée à cause des remous qu'il y a dans les universités. Ensuite, j'étais invité à participer à un panel sur le panafricanisme au ministère des Affaires étrangères. Et là, la diaspora m'a invité à Bruxelles pour venir livrer une leçon inaugurale sur la diaspora, panafricanisme et autres. Donc, je suis actif. Ceux qui m'ont empêché de me présenter à la présidentielle n'ont pas pu m'empêcher d'exister et de parler et de défendre l'Afrique. Alors, j'ai pris un extrait de mon discours de présentation de ma candidature. J'ai pris un extrait que j'avais dédié à la jeunesse et j'avais pesé chaque mot de cette profession de foi. Et j'ai pensé que c'était important de rappeler ces points rapidement. Alors, je disais dans ce discours, l'autre grand chantier que je prendrai tout de suite en charge, c'est notre ressource numéro 1, qui est la jeunesse de mon pays et de mon continent.
On parle beaucoup des ressources en Afrique, ressources naturelles, ressources, etc. Et j'ai toujours pensé qu'on passait à côté de la première ressource de l'Afrique, qui est sa jeunesse. La jeunesse est la ressource numéro 1 de l'Afrique. Et d'ailleurs, en passant, je dénonce régulièrement dans mes leçons inaugurales les deux plus grands gâchis de l'Afrique contemporaine. C'est la jeunesse et ce sont les femmes. Je trouve absolument inacceptable qu'un continent de 1,3 milliard d'habitants, dont 65 à 70% de jeunes, donc on frôle peut-être le milliard de jeunes dans ce continent. Et qu'est-ce que nous avons fait de cette jeunesse? Qu'est-ce que nous avons fait de l'opportunité que représente cette jeunesse? Au lieu d'en faire un atout que les Chinois n'ont pas, que les Européens n'ont pas, que les Américains n'ont pas, Dieu a donné uniquement à l'Afrique cet atout qu'est sa jeunesse. Qu'est-ce que nous en faisons? Entre guillemets, un problème, un grand problème à résoudre. Comment prendre des êtres humains qui détiennent une force, qui détiennent un sens de l'initiative, qui sont prêts à transformer l'Afrique et les appeler notre problème? Ils ne sont pas notre problème, ils sont notre solution. Ils sont notre solution. Deuxième gâchis de l'Afrique, les femmes. L'exclusion contre les femmes. Les discriminations contre les femmes. Quelque part, il y a quelque chose qui n'est pas très intelligent dans la pratique de ce qui exclut et qui discrimine contre les femmes. Je vous donne un chiffre et peut-être que j'y reviendrai. Il y a une étude qui a montré que quand les femmes sont respectées, valorisées, incluses dans tous les processus de décision, ça fait faire un bond de 35% dans le PIB de chaque pays qui pratique cela. 35%. Et la personne qui a fait cette étude, Christine Lagarde, de l'Union européenne, qui dirige aujourd'hui la Banque centrale européenne, elle a fait cette étude avec un autre pour la Banque mondiale. 35% de bons dans le PIB de votre pays, si les femmes sont incluses, respectées, considérées. Et malheureusement, c'est un autre traitement qui est réservé aux femmes. Et nous sommes tous perdants dans ce processus. Le leadership féminin, l'inclusion des femmes, la parité, le respect dû aux femmes comme collègues, comme épouses, comme sœurs, comme amies, etc. Ce respect-là, il est fondamental pour la Renaissance africaine. Sinon, il n'y aura pas de grand destin pour l'Afrique. Si on marginalise les femmes et on ne respecte pas notre jeunesse. Vous savez, un vrai panafricaniste, c'est facile de dire qu'on est panafricaniste, mais un vrai panafricaniste est féministe. Qu'il soit homme ou femme, il est féministe, il est écologiste, il est champion de l'inclusion. Si un panafricaniste n'est pas féministe, ne respecte pas les femmes, personnellement, je ne l'appelle pas camarade, parce qu'il n'est pas mon camarade. Il défend des valeurs qui ne sont pas les miennes. Je disais donc, seule la jeunesse sénégalaise et africaine peut aller à l'assaut du développement, déplacer des montagnes et nous préparer à rejoindre le club de superpuissance émergente. L'actuel leadership africain peine à comprendre cette vérité simple et élémentaire de la place et du rôle de la jeunesse dans chacun de nos pays. Une preuve simple, entre autres, c'est souvent leur insouciance inacceptable par rapport au pillage sans merci de nos mères et la mise au chômage de plusieurs centaines de milliers d'Africains qui vivaient du secteur autrefois rentable de la pêche. C'est pour cela que je dis toujours que le leadership africain, en général, est avant tout le problème principal du continent. L'énigme enfin trouvée est l'équation numéro 1 à résoudre pour le présent et le futur de l'Afrique. Je le dis avec d'autant plus d'aisance
que j'ai participé dans le gouvernement pendant 10 ans, j'ai vu les bonnes choses qui ont été faites, j'ai vu les manquements, j'ai vu le passif. Et donc, je peux en parler et prendre moi-même une part de responsabilité dans ce que j'ai vécu. Donc, quand je critique le leadership africain, je fais quelque part mon autocritique, ce que j'ai vu et vécu. Donc, je n'ai pas, de ce point de vue, de gêne à critiquer le leadership africain. Une jeunesse vibrante et éduquée, plus une révolution agricole réussie. Ça, c'est un point fondamental de divergence que j'ai aussi avec beaucoup de pays africains. Tous les pays qui s'en sont sortis, la Chine, le Brésil, l'Inde, le Mexique, la Malaisie, prenez tous les pays qui s'en sont sortis, pour l'essentiel, ils ont d'abord réussi la révolution agricole. J'ai un ami qui était vice-président de notre institut, qui malheureusement a été emporté par le Covid. Un génie, un savant panafricaniste. Pour nous, le plus grand agronome africain. Il disait que l'Afrique a de quoi non seulement nourrir toute sa population, mais l'Afrique peut nourrir une grande partie du monde. Parce que nous avons 60% de terres arables, nous avons les bras, nous avons les ressources qu'il faut, nous avons l'eau et nous avons les terres. Il dit ce qui manque, c'est le leadership et la volonté politique et le fait de comprendre que le premier acte de dignité et le premier acte de souveraineté, c'est de nourrir correctement sa population. Et qu'un enfant qui va à l'école, qui n'a pas pris son petit déjeuner, et qui n'a pas de perspective de prendre un déjeuner, il dit quand le maître lui parle, ça entre par l'oreille droite et ça sort par l'oreille droite parce que ça ne passe pas, ça ne traverse pas sa tête. Il dit, imaginez la faim. Il comparait la faim à une lame de rasoir que vous avez avalée et qui vous déchire les creux. Il dit, un sac vide ne peut pas tenir debout. Assurons aux Africains 2 à 3 repas par jour parce qu'on peut le faire. Mais est-ce que vous savez que près de 200 millions d'Africains, voire 300 millions, vivent quasiment dans la famine et dans l'extrême pauvreté. 600 millions d'Africains n'ont pas accès à l'électricité. 600 millions, presque la moitié du continent. Près de 30 à 40% d'Africains n'ont pas accès à l'eau potable. Et je vais dans des conférences où je vois des têtes pensantes africaines dire aux gens, mais vraiment, ça va très bien. Le continent est dans une dynamique de croissance. Parmi les 10 pays qui avancent le plus, il y a 7 pays africains qui ont des taux de croissance énormes. Je les regarde dans les yeux en disant, mais qu'est-ce qu'ils font des 600 millions d'Africains qui n'ont pas d'électricité? Qu'est-ce qu'ils font des 30 à 40% d'Africains qui n'ont pas accès à l'eau potable? Qu'est-ce qu'ils font de tous ces Africains illettrés qui n'ont pas accès à l'éducation? Et qu'est-ce qu'ils font de tous ces Africains qui ne mangent pas, qui ne boivent pas à leur faim? Et qu'est-ce qu'ils font de tous ces Africains, comme je dis, qui marchent sur de l'or, du diamant, du cobalt, du coltan, et qui sont appelés pauvres, et qui acceptent de s'appeler pauvres? Vous dites, moi, nous les Africains, nous les pauvres, et vous marchez sur de l'or, du diamant, du gaz, du pétrole, du coltan, etc. C'est de l'idéologie. C'est de l'idéologie. On arrive à vous faire croire, ceux qui vous font croire que vous êtes pauvres, c'est ceux-là qui viennent vous voir pour dire est-ce qu'on peut exploiter telle richesse. Parce que je l'ai défendu une fois, ça a été assez viral en 2013, que j'ai la profonde conviction que non seulement Dieu aime l'Afrique, mais que l'Afrique est un don de Dieu. Et que le problème, c'est que ce sont les Africains qui n'en sont pas conscients. Donc, je disais que cette révolution agricole, des milliers et des milliers de start-up, plus des métiers créatifs et innovants, plus les immenses opportunités offertes par la manne gazière et pétrolière, et les immenses ressources minières, plus un leadership collectif, inclusif, visionnaire, féministe et panafricaniste, nous permettrait de créer des millions d'emplois chez nous et de fermer la porte des océans et du désert à notre jeunesse, privée présentement
de trois humains les plus essentiels: le droit à l'espoir, le droit au rêve et le droit à l'avenir. L'imaginaire de notre jeunesse en Afrique exige un nouveau narratif, fier et décomplexé, dépollué de tous les intrants toxiques, libéré de toutes les tutelles. Notre jeunesse a besoin d'être remotivée, galvanisée, non pas avec les drapeaux de pays étrangers ou visées impériales, mais avec le seul drapeau qui vaille, celui du vrai panafricanisme et de la vraie renaissance africaine. C'était ça, l'extrait de ma profession de foi. J'ai une pensée affectueuse en disant cela pour un grand philosophe sénégalais panafricaniste qui s'appelait Amidou Dia. Il est mort prématurément et nous a laissé deux viatiques puissants que je répète dans toutes mes conférences à travers le continent. Amidou Dia disait: en Afrique, il y a trop de Mozart assassinés. En Afrique, il y a trop de Mozart assassinés. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il y a trop de talents, d'immenses talents, qui n'auront pas la chance d'éclore. Trop de génies qui seront fauchés trop tôt par la mort ou par un destin contrarié. Et c'est effectivement la vérité. Combien d'Africains ont pu accomplir le désir d'excellence, de compétence et de réussite pour eux-mêmes et pour l'Afrique? Est-ce qu'en Afrique, on favorise les immenses talents qui émergent devant nous? Quand un enfant est surdoué, entre guillemets, en Afrique, il est même arrivé qu'on dise que cet enfant-là faut faire attention, peut-être que c'est un esprit maléfique. Tellement il est brillant, tellement il raisonne, tellement, etc., etc. Donc, est-ce que l'Afrique permet aux talents d'exister, de s'épanouir et de réussir? C'est une grande question qu'on doit se poser. Et ensuite, Amidou Dia disait ceci, et ça, je vous encourage à adopter cette maxime. Quel que soit le projet que vous aviez, si vous ne le réussissez pas la première fois, ou la deuxième fois, ou la troisième fois, il faut continuer. Amidou Dia disait: il n'y a pas de destin forclos. Il n'y a pas de destin forclos. Il n'y a que des volontés molles et des responsabilités désertées. Il n'y a pas de destin forclos. Il n'y a que des volontés molles et des responsabilités désertées. Et je crois qu'en Afrique, effectivement, il y a beaucoup de responsabilités désertées, beaucoup de gens très bien dans la critique, mais qui ont des volontés molles et qui ne terminent jamais les processus qui sont engagés. Alors, pour en venir plus spécifiquement à la jeunesse du Sahel, je dois vous dire d'abord l'attachement spécial qui me lie au Sahel. D'abord parce que je suis un Sahélien. Quand on a mis en place le G5 Sahel et qu'on a exclu le Sénégal, j'étais le premier à faire une déclaration très forte pour dire que c'était une erreur très grave, une erreur d'exclusion de tout un peuple. Moi, je suis né dans le nord du Sénégal, dans la partie Peul. Nous ne connaissons que la culture du Sahel. Nous sommes des Sahéliens à 200%. Pourquoi nous exclure? Parce qu'à l'époque, tenez-vous bien, les partenaires avaient promis 12 milliards de dollars aux pays du Sahel pour mener le combat contre l'extrémisme violent, de faire des projets de développement, etc. Et certains chefs d'État sont réunis, ont pris 5 pays, ont dit que c'était ça le Sahel. Alors j'ai dit que c'était pas bien. Parce qu'en plus, on avait besoin de force, on avait besoin d'expérience, de rassemblement. Et j'ai parlé à certains amis chefs d'État qui m'ont donné raison. À l'époque, le président Ibeka du Mali, le président du Tchad, etc. Dans le cadre de notre institut, on avait de très bonnes relations avec eux. On est allé les voir pour leur dire que c'était une erreur stratégique très grave. Mais avant ça, dès la crise libyenne, nous sommes allés voir le président ATT et nous lui avons dit que le Sahel va avoir un développement extraordinairement négatif à cause de la tragédie qui s'est passée en Libye. Et que, après la Libye, si on ne sauve pas Kadhafi, et si on ne sauve pas la Libye en tant que nation, le Sahel va s'effondrer et que ça pourrait commencer par le Mali. Je vous jure, ATT face à face, je lui ai dit ça, devant témoin.
Je dis sauver la Libye, c'est sauver le Mali. Sauver le Mali, c'est sauver le Sahel. Sauver le Sahel, c'est sauver la CEDEAO. Et que si vous laissez M. Sarkozy et son ami Macron, Cameroun plutôt, Cameroun, si vous les laissez faire ce qu'ils veulent faire en Libye, ils ne mesurent pas, parce que culturellement, ils sont déconnectés. Ils ne comprennent pas que nous sommes en tout interreliés. Et que la déchéance de la Libye, la chute de Kadhafi, allait entraîner la déchéance du Mali, la chute du Mali, du Niger, du Burkina, etc. et de beaucoup de pays sahéliens. Et la CEDEAO va suivre par un effet d'entraînement. Et j'ai défendu que le Mali, et je le répète partout, il y a peut-être des amis maliens qui sont dans la salle qui m'ont entendu le dire, le cœur de l'Afrique de l'Ouest part au Mali. Si le Mali tombe, nous tombons tous. Et donc, défendre le Mali, c'est défendre le Sénégal, c'est défendre la Guinée, la Sierra Leone, le Libéria, Côte d'Ivoire, etc., etc. Et donc, c'est un enjeu de mobilisation pour défendre ce pays-là. Et le Mali, ce n'est pas que le Mali, c'est l'empire du Mandé. C'est toute notre histoire à nous tous. Donc, j'ai tenté. Et le grand frère ATT me dit, mais Tijani, je suis d'accord, mais qu'est-ce qu'on fait? Je dis, il faut parler à ceux qui peuvent arrêter ces gens-là. Ils sont en train de combattre la Libye chaque jour. Il me dit, écoute, je vais envoyer un émissaire à Sarkozy. Je lui dis, non, monsieur le président. Sarkozy est la pire des personnes à parler, à qui parler dans des circonstances comme ça. Il y a les Américains qui hésitent. Ils mettent un pied, après ils le sortent, etc. Ils disent, c'est à eux qu'il faut parler. S'ils disent à Sarkozy, on arrête la guerre, on va l'arrêter. Il me dit, oui, mais comment on fait? Je dis, moi, je ne suis plus ministre des Affaires étrangères du Sénégal, j'ai quitté, mais je peux aller avec des amis faire cette mission. Mais il faut un mandat. Si vous êtes un panafricaniste, donnez-moi un mandat. Il m'a donné un mandat. Je suis allé à Washington, rencontrer les plus hautes personnalités de la sécurité des États-Unis dans une salle, on a discuté. Discuté pendant 2h30, 3 heures. J'étais seul contre 4 seniors du Pentagone, du département d'État, de la Maison Blanche et de la CIA. Ils ont mis les 4, qui connaissaient soi-disant très bien le Sahel et l'Afrique. Je leur ai dit, si vous laissez la France continuer son travail avec les British, outrepasser le mandat des Nations Unies, qui leur demandait d'empêcher les avions de voler et d'aller tirer sur les gens de Benghazi, c'était ça la mission. Ils ont maintenant transformé ça en régime change. Ils veulent aller changer le régime en Libye, éliminer Kadhafi, ils vont nous créer des problèmes, nous. Et demain, l'épicentre du terrorisme mondial va déménager chez nous. S'il vous plaît, dites à M. Sarkozy d'arrêter. Alors, ils m'ont dit, oui, mais bon, est-ce que Kadhafi est d'accord pour quitter la Libye, quitter pour aller où? S'il est d'accord, on peut organiser tout, il peut aller au Venezuela. Et puis Kadhafi a dit qu'il va mourir en Afrique. S'il quittait la Libye par compromis, il irait au Mali, il irait au Sénégal, il irait en Afrique du Sud, il irait où vous voulez, mais il reste sur son continent. Ensuite, je lui dis, mais s'il quitte pour aller au Venezuela, qu'est-ce que ça va changer? Avec les moyens de communication modernes, si vous avez peur qu'il manipule parce qu'il est en Afrique, il peut continuer à manipuler. Et dit, donc ça n'a aucun sens. Laissez ce monsieur tranquille. Nous, on va gérer parce qu'on a discuté avec lui. Il est d'accord, même pour se retirer du pouvoir, laisser son fils et les gens, les éléments sains de son administration, travailler avec les révolutionnaires libyens, entre guillemets, pour trouver une solution, une transition etc. Mais ne le tuez pas. Ne cassez pas le dispositif qui est là-bas, qui va se déverser partout. Les armes vont sortir pour aller partout en Afrique. Ne le faites pas. Je vous raconte cet épisode parce que ça vous donne une idée du type de travail que les gens ont essayé de faire. Et malheureusement, les gens, les 4 là, ils sont tombés un par un. Un dit, oui, mais en tout cas, moi, vous m'avez convaincu. Maintenant, il faut discuter avec mes autres collègues. L'autre dit, bon, moi, je vous rejoins, il m'a convaincu. Et le dernier gars de la CIA, il dit, lui, il n'est pas d'accord. Ça nous a pris encore 1 heure de discussion. Finalement, il dit, écoutez, moi aussi, je suis d'accord, mais j'ai une condition. Je dis, oui. Dites au président du Mali qu'il y a un sommet de l'Union africaine dans 3 jours. Quand il va aller là-bas, qu'il demande au chef d'État africain, comme vous dites que vous parlez au nom de l'Afrique,
de mettre dans les résolutions qu'ils exigent l'arrêt immédiat des hostilités et l'ouverture de négociations. Ils exigent. Il me dit, écoutez, s'ils mettent, nous demandons, nous souhaitons, ça vous prouvera ce que nous savons, c'est que certains d'entre eux ne sont pas d'accord pour qu'on arrête la guerre. Mais si vous voulez qu'on arrête, nous exigeons. Je lui dis, donc c'est la guerre qui, il me dit quoi? Je dis, mais on va, ça c'est facile. Il me dit, vous êtes sûr, je lui dis, il me dit, à la fin du sommet, rappelez-moi, je vais vous rappeler. Je dis, d'accord. Et je vous jure, le président ATT, je l'ai appelé une cabine téléphonique là, à côté du département d'État. On a mis des pièces, je lui ai expliqué. On lui dit, mais tu viens, ça c'est bon. Donc ça y est, il n'y a pas de problème. Il est d'accord. Je vais au sommet, on règle le problème. Je t'envoie la résolution. Je lui dis, ok. Et je rentre à Dakar. Il va au sommet. Les chefs d'État ont refusé qu'on mette, l'Afrique exige la fin des hostilités et l'ouverture de négociations. Ils ont dit que, genre, c'est pas un langage diplomatique, on n'a qu'à dire que nous voulons, que nous demandons, etc. Et quand le grand frère me dit, Tidjani, bon, écoute, il y a eu beaucoup de débats, finalement, il propose de dire, nous demandons l'arrêt des hostilités. Je ne transmettrai même pas, parce que les gars m'ont dit que c'est une condition, monsieur le président. Mais effectivement, ils ont retiré leur démarche. La guerre a continué jusqu'au mois d'octobre. Et là, avec un autre ami encore, nous sommes allés à Djerba, rencontrer le directeur de cabinet de Kadhafi, pour lui dire de supplier Kadhafi de sortir, d'aller au Mali, de venir au Sénégal, d'aller où il venait de sortir. Le gars me dit, écoute, il est conscient de tout ce que tu dis, il a plus de renseignements que toi, mais il est prêt à mourir sur la terre de lui. Il n'est pas d'accord pour quitter son pays. C'était une semaine après qu'on a annoncé qu'il a été tué. Voilà donc pourquoi l'histoire du Sahel s'est passée comme ça s'est passé, pourquoi on s'est retrouvé dans cette crise immense et les torts qu'on nous a fait. Et le fait, c'est hier que j'ai entendu sur une radio internationale que l'agence qui fait le monitoring des activités terroristes dans le monde a appelé le Sahel l'épicentre du terrorisme mondial. Hier, nous on l'a dit depuis 2016, 2017, que si vous laissez ces gens faire, l'épicentre du terrorisme mondial va s'installer chez nous. Depuis que Daesh a été battu, nous savions que les éléments déménageaient vers le nord du Mali, vers les pays du Sahel, etc. Et donc, ils ont décidé de déposer leur bagage chez nous et d'organiser leur combat contre nous. Alors, donc, nous vivons cette tragédie. Boko Haram, il y a 2-3 ans, on a dit qu'ils avaient fait 40 000 victimes au Nigeria. Quand il y a eu 4 victimes américaines au Niger, 4 victimes, le monde entier était ému et était informé. 40 000 Africains morts au Nigeria. Même nous, Africains, on a continué à manger notre tchébouzen, notre foutou, on a avancé quoi. C'est ça le drame. La balle, souvent, n'est pas dans le camp des autres. La balle est dans notre propre camp. Quand vous vous réveillez le matin, on vous dit qu'on a massacré 50 gendarmes au Burkina Faso. Je l'ai dit dans une vidéo que j'avais faite. C'était un scandale. 50 gendarmes au Burkina massacrés lors d'une même opération. Où sont les pays africains? Où est la solidarité africaine? Pourquoi nous ne sommes pas allés immédiatement au Burkina apporter notre soutien et notre appui militaire et autres? Pourquoi? Chacun, même pas de communiquer parfois des chefs d'État pour déplorer l'incident, mais quand on tue des Américains, tout le monde fait des communiqués, envoie des messages de soutien à la Maison Blanche, etc. C'est ça qu'il faut changer. C'est ça qu'il faut interrompre, qu'il faut arrêter. Donc, chers amis, ces gens ont fait le changement de régime en Libye. Ils nous ont imposé leur vision du monde dans des pays de civilisation millénaire, comme la Libye, comme ils l'avaient expérimenté en Irak, avec un fiasco retentissant, et comme ils continuent de l'expérimenter aujourd'hui en Iran, sans jamais tirer les leçons de leurs errements impériaux, parce que c'est des errements. Et ils croient qu'ils ont l'obligation, le destin de diriger le monde et de façonner le monde selon leur vision. Et ça, c'est un véritable problème. L'autre problème du Sahel, c'est quoi le Sahel? On a des problèmes de définition. Vous vous rappelez qu'il y a eu
17 à 18, certains disent même 20 stratégies Sahel développées par l'Union européenne, le Danemark, l'Union africaine, la CEDEAO. On a eu 18 à 20 stratégies Sahel. Est-ce que ces gens savent ce que c'est que le Sahel? C'est quoi le Sahel? Donc, de ce point de vue, j'ai fait une petite réflexion ici que je voudrais vous livrer. Parlant de l'incapacité à comprendre le Sahel et sa belle historicité et complexité. Le Sahel n'est pas seulement une localisation géographique, c'est bien plus que cela. C'est une histoire pluriséculaire de peuplement en vagues successives, de sédimentation humaine, dans des espaces, dans des territoires, des climats extrêmes, domptés par le génie humain. Ce sont des peuples, des cultures, des identités historiquement remarquables, des traditions, des héritages, des narratifs, des vécus, des alliances. C'est tout cela le Sahel, et peut-être même plus encore. Si le Sahel aujourd'hui est assimilé à une géographie, à une morphologie climatique, à une crise sans précédent, faite de violence, d'extrémisme violent, d'identité meurtrière et de déstabilisation, il fut pourtant aussi, dans une époque assez récente, un laboratoire de construction d'une nouvelle modernité et d'expérimentation d'une gouvernance fondée sur la démocratie. Dans l'espace CEDEAO, où se trouve l'essentiel de la zone du Sahel, on trouve des pays laboratoires de la démocratisation. Exemple, parcours du Mali, du Niger, du Burkina. On a connu des dictatures, on a connu des transitions réussies avec des militaires et des civils. On a connu et on connaît encore des peuples hyper politisés, comme au Mali, Burkina, Niger, Bénin, Sénégal, etc. Après cette cassure majeure et le tournant brutal occasionné par la chute de Kadhafi et le démantèlement de la Libye, il s'en est suivi un effondrement accéléré de la gouvernance, retour des coups d'État militaires, avec parfois un accompagnement populiste, parce que le populisme s'est vite greffé sur un combat fondamentalement légitime et un grand combat de nos peuples. Le populisme a trouvé une fenêtre et s'est infiltré pour parfois changer le narratif ou changer le discours. Et ça, c'est un problème. Et je pense que le populisme a voulu aussi instrumentaliser la jeunesse panafricaniste parce qu'il sentait qu'il y avait un renouveau du panafricanisme dans le continent en général. Ça, c'est un débat que je voudrais avoir, moi, avec mes camarades panafricanistes des pays du Sahel, du Sénégal, jusqu'au Tchad et autres. Je le fais d'ailleurs souvent dans les réunions. Je pense qu'on doit réfléchir sur comment le paradigme du renouveau du panafricanisme a été pollué par d'autres agendas qui ne sont pas les nôtres. Je vous raconte une histoire qui m'a fait mal au cœur. J'étais en RDC pour justement délivrer une lecture, une leçon inaugurale au Centre des hautes études de stratégie de défense. Et on annonce que Macron va s'arrêter là-bas, va faire une visite. Les jeunes Congolais sont sortis pour manifester contre la visite de Macron. Et la télévision les a montrés à distance, ils brandissaient des pancartes avec des photos. Alors, moi, j'étais convaincu que c'était la photo de Lumumba. Ou au mieux, ou au pire, la photo de Nkrumah, ou de Sankara, ou de Cabral. Quand la caméra fait zoom, c'était la photo de Poutine. C'était la photo de Poutine qu'il brandissait contre la visite de Macron. J'étais sidéré, assis dans mon lit, en train de me poser des questions. Qu'est-ce qui arrive à mon peuple? Si l'Afrique chasse l'ancienne tutelle, c'est pour se libérer de toutes les tutelles. Aucune tutelle n'est bienvenue en Afrique, aucune. Il n'y a qu'une seule tutelle qui est bienvenue en Afrique, c'est la tutelle de l'Afrique sur l'Afrique. C'est la seule. Donc là, chers amis, j'ai trouvé qu'il y avait une discussion à mener entre nous. Passer des alliances, de la coopération, tout ce qu'on veut, acheter des armes, trouver tout ça, il n'y a pas de problème. Mais la direction des opérations chez nous doit rester entre nos mains. Notre volonté de bâtir une Afrique unie, une Afrique intégrée, une Afrique fédérale, ce n'est pas l'affaire des Russes, des Chinois, des Japonais, de qui que ce soit, c'est notre affaire. Et franchement, je tiens à ce point et je vous demande de veiller. D'ailleurs, il se passe que
à part la période d'hégémonie russe, on a maintenant les États-Unis qui reviennent avec leur compagnie, la Blackwaters. On les a vus en RDC aller proposer leurs services pour protéger les mines, protéger je ne sais pas quoi, et les contrats que signent les Occidentaux. Donc nous sommes encore le jouet des autres. Nous sommes utilisés pour les intérêts des autres. Et souvent, quand ils savent que s'ils mettent dans le bureau à la tête un Russe ou un Américain ou un Français, ils auront des problèmes. Ils mettront un Africain qui ne ressemble à rien à un Russe, qui ne ressemble à rien à un Français ou un Américain. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, même les médiations dans les crises dans nos pays sont externalisées. On convoque nos gens à Doha pour négocier, on les convoque à Washington pour négocier, et on déclare de facto que les Africains ne sont pas assez mûrs pour prendre en charge leurs propres problèmes. Comme dit l'Union africaine, apporter des solutions africaines aux problèmes africains. Mais ce n'est pas à Doha qu'on va apporter des solutions africaines, ce n'est pas à Washington qu'on va apporter des solutions africaines. Donc, quelque part, il est temps qu'on ait des conversations entre nous, Africains, sur nos propres problèmes. Je vais aller vite parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et je parlais, en fait, peut-être pour commencer à conclure, parler de, pour moi, la jeunesse doit être le moteur du paradigme de sortie de crise dans le Sahel, en s'appuyant sur un préalable que j'appelle un préalable sous forme de trépied. Le premier trépied, le premier élément du trépied, c'est comprendre que la résolution de la crise sécuritaire exige une mutualisation. Aucun pays seul ne peut résoudre la crise sécuritaire actuelle. Vous vous rendez compte que les États-Unis, première puissance politique, diplomatique, militaire, financière, a une coalition de 60 pays pour lutter contre le terrorisme. 60. Et on voit en Afrique des pays qui ont un plan national de lutte contre le terrorisme. Mais je dis, mais qu'est-ce qui se passe dans nos têtes? Un plan national de lutte contre le terrorisme. Les terroristes n'ont pas de plan national. Ils ont les vastes contrées qui sont devant eux. Tout est possible. Tous les possibles sont intéressants pour eux. Et nous, on fait des plans par pays. Le Sénégal a son plan national. D'accord. Il faut peut-être sécuriser des choses spécifiques, les zones sensibles et tout ce qu'on veut. Mais la mutualisation, je l'ai dit à l'Union africaine lors d'une réunion en 2001, les frères et sœurs de l'Afrique australe, les ministres des Affaires étrangères m'ont pris à partie pour discuter avec moi. Je leur ai dit, mutualisons nos souverainetés pour les défendre ensemble. Là aussi, c'est un point où je défie nos amis souverainistes africains. Je leur dis, je ne crois pas au souverainisme du Sénégal, au souverainisme du Mali, au souverainisme du Niger, du Burkina, du Tchad, etc. Je crois au souverainisme africain. C'est l'Afrique que nous devons défendre ensemble. Imaginez des souverainetés émiettées que nous avons héritées du système colonial et nous les validons nous-mêmes en parlant de souverainisme au Sénégal, souverainisme au Mali. Qu'est-ce que vaut le souverainisme du Sénégal sans la Gambie, sans la Guinée-Bissau, sans le Mali, sans la Mauritanie? C'est-à-dire tout ce qu'on va construire peut tomber très rapidement parce que justement nous n'avons pas associé les autres. Le souverainisme ne peut et ne doit être qu'africain. À partir de ce moment, une armée commune africaine est possible. Ou une armée régionale par région est possible. Et vous savez, nous avons mené le combat pour l'armée régionale. Nous avons dit que nous avons 400 millions d'habitants de la CEDEAO. 400 millions. 1% des 400 millions pour défendre la communauté et la région, ça fait 4 millions de soldats. 1%. Si c'est trop, on dit 0,1%. Ça fait 400 000 soldats pour régler nos problèmes. Et c'était possible de le faire. Cuba a 12 millions d'habitants. Ils ont une armée de 2 millions de soldats. 12 millions. Parce que la menace est forte et puissante, elle est en face d'eux. C'est les États-Unis. Et sur les 2 millions, il y a 1 million de soldats de réserve qui ont fini leur cycle militaire, mais qui sont en stand-by avec leur fusil mitrailleuse à la maison. Dès qu'ils entendent le signal, ils sortent pour aller se battre. Donc, c'est véritablement une armée, 1 million de soldats d'actifs, 1 million de réserves. Cuba, 12 millions d'habitants. Nous avons 5 millions de kilomètres carrés de la CEDEAO, 400 millions d'habitants. Vous avez vu nos états-majors se réunir pour parler d'une force africaine régionale. Et vous savez, c'était combien? Ils parlaient de 1650 hommes. Après, ils ont été gentils, ils l'ont donné à 2000 hommes. 2000 hommes pour défendre
400 millions d'habitants, pour défendre le Sahel, pour aider le Mali, aider le Burkina, aider le Niger. Est-ce que vous croyez que c'est réaliste? Moussa Seck, le professeur Moussa Seck de notre institut, qui est décédé du Covid, il a écrit un brillant article qui s'appelle Les forces en attente. Attente de quoi? Non, franchement, les forces en attente. Attente de quoi? Attente de quoi? Qu'est-ce qu'on veut encore pour que les forces en attente soient actives? Et ce qu'on a mis en place depuis 2000, chacun reste dans son pays et attend le signal. On l'a fait depuis 2000 avec l'architecture de paix et sécurité de l'Union africaine. Les forces en attente sont restées en attente jusqu'à la retraite et d'autres forces sont venues. Ça ne marche pas. Pourquoi on ne peut pas avoir... Parce que quand vous le dites, une armée africaine régionale, ils vont dire, ah oui, mais ça pose des problèmes de souveraineté. C'est pour ça que je dis que la souveraineté est en train de tuer notre combat. Si elle est mal maîtrisée, mal comprise, elle est en train de détruire notre région et nos peuples. C'est quoi cette histoire de... on veut une diplomatie commune. Il y a un ministre des Affaires étrangères de l'Afrique de l'Ouest qui va aux Nations Unies porter la voix de 400 millions d'Ouest-Africains. Vous savez ce qu'ils vous disent? Ah oui, mais attendez, nous, quand même, ça pose des problèmes de souveraineté, nous, notre diplomatie est souveraine, etc. C'est ça le danger du souverainisme mal maîtrisé, mal articulé. Ça nous fait plus de mal que de bien. Je suis souverainiste à 200%, mais africain. Si on attaque le Botswana, je me sens attaqué. Si on attaque la Tanzanie, je me sens attaqué. C'est comme ça que je fonctionne du point de vue du souverainisme. Diplomatie commune, armée commune, monnaie commune, citoyenneté commune, commerce extérieur commun. C'est ça les fondamentaux de Nkrumah et de Cheikh Anta Diop. C'est ça que nous défendons en tant que panafricanistes. Alors, je vais sauter beaucoup de choses. Peut-être qu'après, si je peux finaliser le texte et demander qu'on me le remette, ça va aller plus vite. Et je vais aller directement peut-être à mes propositions. Ok. Alors, quel modèle de gouvernance rénové, audacieuse et novatrice? Une interrogation refondatrice. Le cas de la CEDEAO. Alors, l'Institut panafricain de stratégie. Là, je m'apprête à dire quelque chose de très gros, c'est pour ça que je vous avertis pour que vous prépariez. Je pense que nous ne pouvons pas accepter, nous ne pouvons pas valider le départ d'une partie de notre âme, de notre histoire, de notre corps, le Mali, le Burkina, le Niger. Nous refusons le divorce, aussi radicalement qu'on peut le faire. Quand on aime sa femme ou son mari, on ne divorce pas. Vous nous aimez, nous vous aimons. Pourquoi on divorce? Pourquoi on refuse le divorce? Maintenant, à cause de ce qui s'est passé, des erreurs catastrophiques qui ont été commises. Je l'ai dit, moi j'avais fait une déclaration sur le Mali contre les sanctions. Ça a fait le tour du monde. Il y a même des jeunes Maliens qui ont dit, mais écoutez, ce monsieur-là, on ne connaît pas. Mais comme la transition, on a besoin d'un Premier ministre, pourquoi on n'a pas gardé au Premier ministre du Mali? C'était très sympathique. D'autres qui étaient moins sympathiques ont dit, non, attendez, avant de le nommer Premier ministre au Mali, on va lui donner une femme malienne. Ça, c'était moins sympathique parce que c'était pas ça l'objectif de ma sortie. Mais je disais que on ne peut pas empêcher le Sénégal de soutenir le Mali, d'aider le Mali, de laisser le port de Dakar accessible au Mali. Donc, les sanctions n'avaient pas de sens pour moi. Maintenant, quand ils ont annoncé la possible intervention au Niger, j'en ai tellement souffert. J'ai demandé une audience avec le président du Sénégal. Je suis allé le voir. Je ne dis pas, je ne vais pas dire ce qu'on s'est dit, mais je dis, monsieur le président, il faut qu'on règle ce problème. Il faut retirer ce qui a été dit. J'ai dit, moi, si on m'a demandé mon avis, malheureusement, je ne suis pas décideur. Les délégations des chefs d'État qui sont allés à Abuja tenir une réunion sur le Niger, tous ces avions présidentiels devaient voler vers Niamey, atterrir, rencontrer les frères et sœurs du Niger. Ils se réunir ensemble dans une grande salle, fermer les portes, les fenêtres, couper l'Internet, etc. Rester là-bas jusqu'à ce qu'on ait une fumée blanche pour régler nos problèmes entre Africains et entre Ouest-Africains. Mais vous leur dites qu'ils ont une semaine, sinon vous allez envoyer la troupe. Je lui ai dit, est-ce que vous savez
que les officiers sénégalais qui vont quitter, arrivés à Niamey, ils vont être accueillis par des officiers nigériens qui sont leurs amis et leurs camarades de promotion au Britannique militaire de Saint-Louis, à Kadjogo, qui sont leurs amis à Saint-Cyr et leurs promotionnaires à West Point. Ils vont s'embrasser, ils vont rigoler, ils vont aller prendre leur peau, et après ils vont maintenant réfléchir sur comment s'occuper de vous, des chefs d'État. Je dis, ça n'a pas de sens. On a aussi des leviers, des légitimités religieuses, des légitimités traditionnelles. La famille Niassène est très puissante au Niger. Envoyez le khalife général de Niassène avec des diplomates. Allez apporter un message de paix, de fraternité, d'amitié avec le Niger. Mais vous permettez de couper l'électricité du Niger, que le Nigeria fournissait à 70%. Vous permettez de voir des femmes mourir en couche, des hôpitaux qui ne marchent plus. Il dit, comment est-ce qu'on peut faire des choses comme ça? Il dit, maintenant, la solution c'est quoi? Il faut refonder, recréer une nouvelle organisation ouest-africaine. On ne peut pas dire au Mali, au Niger, au Burkina, présentez vos excuses, on vous reprend. Ça n'a pas de sens. On ne peut pas aller aussi amener les autres pays de la CEDEAO au genou par terre, présenter vos excuses. C'est trop compliqué. Par contre, une chose qui n'est pas compliquée, la CEDEAO, historiquement, elle a achevé sa mission. Elle a fait de belles choses. Il y a eu des erreurs. Ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Disons que il est possible et il est urgent de refonder notre organisation régionale. Et nous, au niveau de l'Institut panafricain de stratégie, nous avons proposé que le Tchad, qui est un État sahélien pur, qui s'est toujours réclamé, qui a toujours souhaité rejoindre la CEDEAO, que le Tchad soit ajouté. La Mauritanie était membre fondatrice de la CEDEAO. Elle s'est retirée par erreur. Maintenant, elle est redevenue membre associé. On va aller chercher la Mauritanie. Puis les 15 pays fondateurs de la CEDEAO, on a 17 pays. Bon, j'allais parler du Maroc, mais avec ce qui s'est passé. Non, en tout cas, moi, je suis sénégalais, panafricain, grand ami du Maroc. Je ne change pas cela. J'allais dire pour l'instant, mais je ne change pas cela. Parce qu'on trouvera une solution. Le tribunal arbitral va remettre le Sénégal dans tous ses droits. Les choses vont se calmer. Et maintenant, le problème, c'est qu'on va faire un immense travail pour effacer les cicatrices et les blessures et les mettre de côté. Donc, si on règle ça, je mettrai aussi le Maroc dans ce projet. Mais en attendant, parce que ça va être plus compliqué. C'était très bien quand je le disais il y a 2 semaines, les gens applaudissaient. Maintenant, quand je le dis, il y a plus de questionnements et de problèmes. Donc, on prend les 15 plus 2, Mauritanie et Tchad. Je vous jure, on a presque 8 millions de kilomètres carrés. Comme les États-Unis, comme le Brésil, qui font 9 millions de kilomètres carrés. 8 millions. Et on a une immense population de 500 millions d'Africains, presque 1 demi-milliard d'Ouest-Africains, avec le Tchad et la Mauritanie. On a le pétrole du Nigeria, le gaz du Sénégal, l'or du Mali, l'uranium du Niger. On a le coton et l'or du Burkina. On a le café cacao de Côte d'Ivoire. Tout ça réuni. Je vous jure qu'en moins de 10 ans, on est une puissance de type Inde, Brésil, etc. On rejoint les grands de ce monde en tant que bloc ouest-africain, avec un seul passeport, une seule armée, mais une armée, pas de 2000 soldats de forces régionales, mais une vraie armée ouest-africaine. Et on règle tous les problèmes de sécurité que nous avons aujourd'hui, au Mali, au Niger, au Burkina, un peu partout. On règle nos problèmes. Et notre économie va décoller. Et sur les 500 millions d'Ouest-Africains, vous aurez 350 millions de jeunes. Maintenant, les jeunes, et je termine peut-être par ça. Je ne comprends pas en Afrique, je l'ai dit plusieurs fois, que tout le monde dit, nous avons 65 à 70% de jeunes. Quand il s'agit de former le gouvernement, ils prennent un jeune, ils le nomment ministre de la jeunesse. Et puis après, tout le monde est heureux. Ce n'est pas bon. Ça veut dire que ce jeune-là, il représente 70% de la population. Et tous les autres ministres, ils représentent qui? Donc, il faut, à mon avis, dans chaque gouvernement de notre espace, s'il y a 30 ministres,
il faut 10 jeunes au minimum dans le gouvernement, 10. De la même manière, je ne suis pas moi pour 30% de femmes, je suis pour la parité. S'il y a 30 ministres, qu'on ait plus ou moins 15 hommes, 15 femmes, ou bien 14 hommes, 16 femmes, ou bien 14 femmes, 16 hommes, etc. Mais que ce soit assez équilibré. Les femmes aujourd'hui, elles souffrent du syndrome dont les populations africaines et noires ont souffert pendant des siècles. Quand les gens ne vous respectent pas, vous êtes obligé d'être le meilleur ou la meilleure parmi les meilleurs pour être simplement normal. Ce qui fait que les femmes africaines, elles sont d'une bonne compétitivité. Elles sont même mieux formées que nous. Elles ont une plus forte volonté. Quand vous voyez une femme, docteur de médecine, elle excelle dans ce qu'elle fait. Elle est souvent la meilleure dans son domaine. Bien, même si on ne lui reconnaît pas cela. En mathématiques, en économie, les fiscalistes, tout ce que vous voulez, tous les domaines de la vie, les femmes, quand elles entrent là-bas, il faut qu'elles prouvent qui elles sont. Là où les gens étudient 10 heures par semaine, elles sont prêtes à faire 20 heures par semaine, en plus de leur autre responsabilité. Donc, nous perdons et nous organisons notre perte. Et tout ce gâchis dont je parlais, il faut des gouvernements paritaires. Le Sénégal avait fait des avancées. Nous avons un nouveau régime panafricaniste, jeune, etc. Mais je pense, moi, je l'ai dit à mes amis qui travaillent avec eux, il y a une erreur fondamentale. On ne peut pas avoir 31 ministres dans 5 femmes. On ne peut pas. Ce n'est pas le Sénégal. Il faut corriger ça plus vite. Alors, un d'entre eux m'a dit, oui, mais je suis d'accord avec toi, mais il faut mettre la compétence en avant. Je te jure que si on met un comité pour sélectionner sur la base des compétences, vous allez organiser une marche des hommes pour vous défendre, parce que la majorité sera composée de femmes. Je dis aux jeunes aussi, n'acceptez pas quand on vous dit que la jeunesse est l'avenir de l'Afrique et l'avenir du Niger, du Mali, du Sénégal. Je dis ça pour pas accepter ça. Vous n'êtes pas l'avenir, vous êtes le présent de l'Afrique. C'est vous qui devez construire l'Afrique d'aujourd'hui. Quand les États n'ont pas de solution pour vous, ne vous en faites pas, vous êtes l'avenir. Quel avenir? L'avenir se construit aujourd'hui. Donc il y a un problème de paradigme et de sémantique. C'est quoi l'histoire de oui, les jeunes sont l'avenir de notre pays? Non. Les jeunes sont le présent de notre pays qui construisent l'avenir de notre pays. C'est comme ça qu'il faut le formuler. Donc ne vous laissez pas berner. Acceptez aussi, effectivement, des gouvernements paritaires où il y a une transition générationnelle. Les anciens qui sont au top de leur savoir et de leur expérience, on ne peut pas les chasser. Tous, il ne faut pas. Il y en a qui sont encore utiles. Au milieu, il y a des cinquantenaires allant vers les 60, etc. Mais il faut des jeunes de 30 ans, 35 ans, 40 ans dans nos gouvernements. Ça inspire les autres jeunes de voir que dans un gouvernement, ils ont des gens qui leur ressemblent, des jeunes qui sont pleins de talent. J'ai conseillé à un ami chef d'État, je ne dirai pas son nom, je l'ai dit parfois par erreur dans d'autres rencontres, je lui ai dit, mais monsieur le président, vous nommez un jeune ministre de la jeunesse et vous êtes heureux. Il me dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Je lui dis, mais c'est pas ça. Ces jeunes, ils sont compétents comme aux autres gars. Le remaniement souvent, il a nommé 9 jeunes. 2 mois après, je passe le voir, il me dit, merci pour le conseil. Je dis quoi? Il dit, j'ai un gouvernement turbo maintenant, turbo. Les jeunes, tu leur demandes, tu leur donnes du travail, ramenez-moi ça dans une semaine, vous leur ramenez le lendemain. Ils passent la nuit, ils font tout, ils me disent qu'ils sont compétents, ils sont dévoués, et puis ils veulent faire des preuves. J'ai dit, c'est ça. Pour terminer, vraiment terminer. Je pose la question, y a-t-il une gouvernance à l'africaine? Y a-t-il une démocratie à l'africaine? Parce que, comme je suis que vous êtes au courant, il y a des Africains qui commencent à mener ce débat, genre, notre gouvernance a échoué parce qu'on nous a imposé des valeurs venues d'ailleurs. Donc, il faut peut-être remettre cette histoire de gouvernance sur la table. Et d'autres disent que la démocratie n'est pas africaine,
On nous l'a imposé avec des élections, etc. Il faut arrêter tout ça et essayer d'inventer un nouveau système. Moi, je pose la question en toute humilité. Je ne dis pas que c'est vrai ou c'est faux, je dis que ça mérite réflexion. Mais que ce ne soit pas le prétexte pour arrêter les efforts démocratiques qui sont en cours dans nos pays. Parce que franchement, on ne peut pas suspendre la démocratie, parce que ça viendrait de je ne sais pas où. Nos parents ont des valeurs humanistes. Si on vous racontait la révolution du Fouta Toro ici au Sénégal, de Souleymane Baal, on n'a pas eu mieux en Afrique et peut-être même dans le monde. La première fois dans l'histoire, on a eu des rois élus. Des rois élus. Ils disaient le plus compétent, le plus intègre, le plus érudit doit nous diriger. Et il y avait une assemblée générale où les candidats se présentaient. On était en 1776, avant la Révolution française et la Révolution américaine. Et ce monsieur disait, dans une société, si on ne protège pas les femmes, on n'a pas une bonne société. Il dit la pire des humiliations, c'est déshabiller une femme et la faire marcher dans la rue. Il dit toute personne qui le fait doit être condamnée, peut-être même exécutée. Vous vous rendez compte? Défendre les femmes en 1776. Donc quand les Africains aujourd'hui ne défendent pas les femmes, ils sont en 3 siècles de retard, voire plus, parce que nos ancêtres n'étaient pas comme ça. Donc je pense qu'il faut réfléchir sur la nouvelle gouvernance. D'accord, la nouvelle gouvernance. On se base sur notre passé, l'empire de Sundiata Keita, la charte du Mandé, la révolution de Souleymane Baal, on voit au Zimbabwe, en Éthiopie, partout ce qui s'est passé, on réfléchit. Mais en attendant de faire cela, il n'y a aucune raison d'empêcher à une bonne gouvernance d'exister. Alors, bonne gouvernance, le piège qu'on nous a tendu. La bataille en Afrique, c'était la bataille pour un bon leadership. Le président Senghor au Sénégal avait donné le mot gouvernance à la résidence du gouverneur. C'est le gouverneur de Dakar, de Rufisque, de Diourbel, de Saint-Louis. C'est sa résidence qu'on appelait la gouvernance. Des jeunes de la Banque mondiale en 89 sortent un livre où ils parlent de la gouvernance. Ils reprennent le terme, la gouvernance. Maintenant, ils parlent de la façon de diriger un État, diriger une compagnie, gouvernance économique, privée, etc. Et nous avons suivi. Mais moi, la vraie bataille pour l'Afrique, pour moi, c'est la bataille du leadership. Gouvernance, c'est bien. Respect des institutions, c'est bien. Séparation des 3 pouvoirs, c'est excellent. Respecter la presse, respecter la société civile, donner leur place aux femmes, donner leur place aux jeunes, respecter le monde rural. Tout ça, c'est excellent, je suis d'accord, il faut le continuer. Mais en même temps, pourquoi, comme toutes les sociétés humaines, c'est Mao qui a été le grand leader de la Chine, qui a donné à la Chine sa place actuelle de première puissance du monde potentiel. C'est Mao. Pourquoi nous refuser les leaders? Lumumba, assassiné. Barthélémy Boganda, son avion a été saboté, est tombé. Ruben Mugnove, attaché sur un poteau, exécuté. Thomas Sankara, assassiné. Amilcar Cabral, assassiné. C'est la manière dont systématiquement on a décapité le leadership africain, c'est un message pour nous. C'est que les gens pensent qu'on ne doit pas avoir de bons leaders. Les mauvais leaders, là, ils font 80 ans au pouvoir. Les gens les encouragent, ils sont encore là assis, à faire des soi-disant élections. Ils se retrouvent avec 23%, ils disent qu'ils ont gagné. C'est ça aussi le drame de l'Afrique. Il faut régler cette question. Moi, je suis pour la promotion du leadership. C'est pour ça que je disais à des jeunes, l'Afrique a 3 problèmes. 1 leadership, 2 leadership, 3 leadership. C'est ça les 3 problèmes de l'Afrique. Chers amis, je peux continuer encore sur des heures, mais je vous remercie de votre attention et je m'excuse. Et je m'excuse d'avoir abusé de votre patience. Merci. Merci, merci. Merci.
Merci, doyen. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, quand même, il faut applaudir. Donc, rapidement, les points clés. Quelques points clés, je pense que il a parlé beaucoup plus de la question de la souveraineté et de la dignité africaine de l'Afrique, notamment la nécessité d'insister sur la nécessité que l'Afrique puisse maîtriser son destin. En tant que panafricanisme convaincu, il nous appelle à un panafricanisme pragmatique aussi, donc à dépasser aussi certaines divisions, donc notamment les divisions héritières de la colonisation, parce qu'il a fait référence, par exemple, au G5 Sahel, en excluant le Sénégal, qui n'était pas une bonne option, et donc l'intégration africaine dans des contextes de manière beaucoup plus concrète et efficace, quand on fait référence de débit. Sur la question de l'engagement aussi pour la stabilité au Sahel, en Afrique de l'Est, et sur les jeunes, donc considérer les jeunes comme le capital humain et moteur du changement. Et donc l'autre aspect, c'est sur la valorisation de nos ressources africaines, et donc qui est un petit peu au service du développement. Alors, il a fait un appel puissant pour la solidarité africaine, donc en tant que c'est sur la réforme aussi de la gouvernance mondiale, on fait référence un petit peu à un groupe de gendarmes, comme par exemple du monde. Donc c'est une forme de critique de l'ordre international jugée un petit peu inéquitable aussi, très inéquitable. On passe aussi dans Sahel qui est laboratoire de construction qui était un laboratoire de construction d'idées nouvelles de modernité, en passage un petit pouvoir militaire aussi, mais aussi ce discours populiste quelque part qu'il faut un petit peu, qui mérite réflexion. Donc un point fort, c'est que la tutelle de l'Afrique sur l'Afrique est la seule bienvenue. Peut-être que je vais ajouter sans pour autant verser dans l'autarcie, parce que l'autarcie n'est jamais souhaitable ni possible. Donc aucun État ne peut vivre en autarcie. Je pense que l'autre aspect, c'est sur la jeunesse. Donc là, comme moteur de paradigme de sortie de crise actuellement, comme ça, 70% de la population, et sur la nécessité de mutualiser nos souverainetés. Ça, c'est un axe très très fort. Donc, c'est besoin de mutualisation de nos souverainetés. Donc, en essayant de faire un plaidoyer fort pour une armée régionale, une monnaie commune, une citoyenneté commune. Donc, ça, c'est important. Et en termes de proposition, c'est repenser, refonder et recréer une nouvelle organisation est-africaine, sans pourtant jeter le bébé dans l'eau. Donc, parce que la CEDEAO a eu à faire de très bonnes choses aussi, comme aussi ici, il y a cette nécessité de l'élargir, de l'ouvrir aussi, et recréer une nouvelle organisation, refonder une nouvelle organisation en intégrant d'autres pays, la Tchad, la Mauritanie, plus de 15 pays fondateurs, et plus en cas de notre Maroc. Donc, en fait, ça peut faire un plaidoyer sur notre modèle de gouvernance qui doit être rénové aussi et de manière beaucoup plus audacieuse et refuser le divorce entre l'AES et la CEDEAO. Il faut accepter des gouvernements paritaires avec notamment paritaires, avec des transitions générationnelles. Et revenir à des critères, parce que nos voix étaient unis. Il me disait que c'est des critères, 3 critères qui sont là: compétence, intégrité et connaissance profonde, donc la notion d'érudit. Et je pense que la bataille, il a résumé en un seul bataille. La bataille, c'est la bataille du leadership en Afrique. Voilà un petit peu relancer très rapidement. Donc, encore une fois, remercier le docteur Cheikh Diallo sur ce point. Très rapidement, ce qu'on va faire, il est 11h07. On va observer une pause de 20 minutes et on va, devant les bâtiments, procéder à une photo de famille, et puis reprendre les panels, entrer aussi dans les panels.
Merci encore au maire de Gorée, maître Augustin Senghor, qui avait promis, en fait il est resté, parce que hier, au téléphone, il disait il a des engagements et qu'il devait partir en principe à 10h30. À 10h30. Et il nous a fait l'honneur d'être là jusqu'à la fin de la mission du discours inaugural du ministre Dr. Cheikh Diagne. Merci à aussi notre représentant du ministère de la Jeunesse. J'espère que vous resterez là au moins la journée ou le début de journée. Donc, c'est une chance, hein, parce qu'il y aura zéro pollution aujourd'hui. Zéro pollution. Ouais. Donc, zéro pollution, c'est important. Donc, sans plus tarder, on va observer la pause. Mais encore une fois, pour dire merci à Dr. Cheikh Diagne. Et je vous demande humblement de...